OK. Dans le fond, je vais commencer. Je vais passer la parole à Mégane là, en cours de route. Oui, on présente aujourd'hui un projet de recherche qu'on a commencé il y a un peu moins d'un an qui est en cours. Donc, on présente un peu comme un instantané de où est-ce qu'on est rendu dans notre démarche. La recherche émane vraiment d'un désir du bureau d'Undakina de mieux intégrer les savoirs et les perspectives des femmes Wabanakak dans les travaux du bureau sur les questions territoriales. On peut avancer la diapo, s'il vous plaît. Le bureau d'Undakina, c'est une instance du Grand Conseil de la Nation Wabanaki qui s'occupe des questions d'affirmation, de revendication et de consultation territoriale, d'adaptation au changement climatique et de questions environnementales. Donc, c'est sûr que pour bien répondre à ce mandat-là, une grosse partie des activités du bureau il y a une grosse partie de recherche qui est menée par une équipe d'une dizaine d'employés de diverses disciplines. Mégane, tu peux continuer pour le SEFPN? Oui, en fait, moi, je fais partie du département des services sociaux, c'est Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, le SFPN. Je travaille en tant qu'agente culturelle jeunesse. Puis là, maintenant, je suis plus agente de production de contenu. Mais dans le fond, le SFPN, c'est vraiment ça a des objectifs assez vraiment liés aux services sociaux et communautaires. Donc, c'est vraiment dans les communautés particulièrement, c'est vrai que revaloriser le sentiment d'appartenance et l'identité communautaire chez les jeunes entre 0 et 17 ans. Puis, c'est ça, créer des liens communautaires sains et harmonieux vraiment dans les communautés entre les jeunes, les parents à grands-parents. Puis, après ça, ça va être vraiment des services sociaux. Donc, on va parler vraiment de suivi individuel, de l'aide pour, mettons, l'alcool, les drogues, par exemple. Mais surtout, on mise beaucoup sur le communautaire. Donc, c'est pour ça que je vais travailler aujourd'hui dans ce projet-là avec le bureau du Ndakina, pour travailler avec les jeunes en même temps, puis les jeunes femmes autochtones. On peut changer de diapo. Donc, un petit récapitulatif, là, quand on parle de la nation Wabanaki, le 8, ce n'est pas une erreur d'orthographe, c'est dans le fond un O nasal. Quand on parle des Wabanakiak au pluriel, donc c'est le HAC qui indique le pluriel. La nation est constituée d'un peu plus de 3000 membres, divisés en deux communautés, donc Odanak et Wolinak, qui sont les deux au centre du Québec. On peut changer de diapo. Le territoire ancestral de la nation, donc le Ndakina, donc, se situe entre le fleuve Saint-Laurent et la côte atlantique des États du nord-ouest américain, du Maine, du New Hampshire, d'une partie du Massachusetts et du Vermont. Puis il est divisé, il est délimité en fait entre la rivière Richelieu puis la rivière Etchemin environ. C'est sûr que c'est un espace territorial qui était partagé avec d'autres nations. Le bureau d'Undakina, nous, on répond aux consultations territoriales. Donc, c'est quand il y a des projets de développement sur un certain territoire qui, en fond, qui a été entendu avec la couronne fédérale c'est un territoire de consultation qui ne déborde pas de la frontière canado-américaine. Donc, on n'est pas consulté sur ce qui se passe aux États-Unis. Par contre, on va voir que une grosse partie de la population Wabanaki habite aux États-Unis et parle anglais. Donc, il y a quand même un certain enjeu ici. Pour répondre au mandat, depuis sa création en 2013, là, le bureau on a préconisé une approche de cartographie de l'utilisation puis l'occupation du territoire par les membres de la nation. Donc, c'est une approche qu'on dit de cartographie biographique. Par contre, un gros angle mort de cette approche-là, c'est qu'elle sous-représente définitivement les femmes. Ce qui arrive, c'est qu'on va cartographier beaucoup des activités de chasse, de pêche, de cueillette, de trappe, d'autres activités traditionnelles, mais la participation des femmes est vraiment sous-représentée. Puis, on s'est beaucoup inspiré, surtout la directrice du bureau, Suzy Bomsawin, en créant ce projet-là, des travaux de Suzy Basile en contexte atikamekw et aussi d'un article extrêmement fondateur là, de Gerdine Van Woudenberg qui rappelle, en contexte wabanaki particulièrement, sur les femmes et la territorialité, là, en mettant trop l'accent sur les activités de revendication des droits de la pêche, de la chasse, puis d'autres activités comme ça, souvent, on va subjuguer, on va effacer ou marginaliser d'autres activités qui sont faites par les femmes.
puis qui sont sous-représentés. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on a entrepris ce projet-là au bureau du NACINA. On peut changer de diapo. Je vais te laisser parler, Mégane. Excuse-moi, ça a bugué, fait que j'ai comme pas compris. OK. Ben, si tu veux poursuivre avec la Ah, démarche. OK, c'est bon, OK. Bon, ensuite, la démarche de notre projet qu'on est encore en train de faire, on a commencé par des ateliers de mobilisation de connaissances. Donc, on a eu 2 rencontres. On a eu une rencontre au Musée des Abénaquis de Wallinac à Odanak. On a rencontré à peu près, je pense, 6 femmes. Puis, c'était sous forme de discussion. Donc, on a discuté en lien avec des images qu'on avait trouvées dans des archives du Musée des Abénaquis. On a utilisé des articles, des paniers, plein d'articles que les femmes faisaient et fait encore aussi là, en artisanat, par exemple. Puis ça nous a apporté beaucoup d'histoires, de façon de penser, des opinions par rapport au territoire avec ces femmes-là. Puis ensuite, on s'est rajouté à la rencontre de femmes autochtones Québec, la division des Abénaquis de Wallinac et Odanak. On est allé là, on est allé parler avec les femmes à ce moment-là du projet et de leur avis par rapport à cela. Fait que c'est ça dans les ateliers. On peut avancer de la diapo. C'est sûr que dans ce contexte-là où on s'intéresse au vécu, à la perspective, puis au savoir des femmes de la nation, il y a plusieurs enjeux éthiques, des biais, puis des défis qui sont rencontrés, puis auxquels il faut être sensible. Donc, on trouvait important d'en parler. Là. Notamment, là, il y a une sursollicitation souvent des femmes qui habitent sur les communautés pour certains projets de recherche à l'interne, à l'externe, pour des activités communautaires. Souvent, c'est les mêmes femmes qui sont sollicitées. Donc, on voulait éviter là, d'ajouter un fardeau supplémentaire sur ces mêmes femmes-là en faisant une recherche de plus. Donc, on a privilégié là, de se greffer à des activités qui avaient déjà lieu souvent pour ne pas surcharger non plus le programme d'activité dans les communautés. Un autre biais là, qu'on a, dont c'est important de le mentionner, même si on ne peut pas y répondre complètement, c'est clairement le fait qu'on a de la misère à aller chercher un peu la proportion américaine là, des gens qui habitent aux États-Unis et qui sont membres de la nation. Donc, c'est un défi. On essaie d'y répondre, mais bon, il faut en être conscient. Un autre enjeu qui émerge, c'est la question de la confidentialité. Certaines personnes préfèrent être rencontrées en individuel. Pour ça qu'on a fait des entrevues semi-dirigées avec ces personnes-là. Des fois, dans les petites communautés, là, on n'ose pas trop aller parler. Des fois aussi, ça va éveiller aussi, quand on s'intéresse à l'histoire des femmes autochtones, là, des enjeux liés à l'histoire coloniale, à des enjeux de violence, tout ça, auxquels il faut être sensible. Puis, ça ajoute une couche supplémentaire vraiment dans la recherche qu'il faut être très sensible à ça parce que ça va émerger l'histoire des luttes, de la perte du statut, tout ça, comme on va parler. Ils vont émerger durant la conversation parce que c'est tellement incontournable là, dans l'histoire, fait qu'il faut vraiment être préparé à ça puis prévoir des modalités de rencontre qui soient sécurisantes, disons, pour quand on fait de la collecte de données. Un autre enjeu aussi, c'est qu'on s'est beaucoup inspiré des travaux de Suzy Basile ou d'autres recherches pour la méthodologie. Par contre, il faudra faire attention. Là, comme on va voir, il y a beaucoup de femmes autochtones abénaquis qui habitent en milieu urbain, là, en ville. Donc, c'est vraiment un autre contexte, d'autres enjeux. Donc, il faut faire attention de ne pas importer des hypothèses d'autres nations dans un contexte qui est complètement différent. Là. Fait qu'on s'est vraiment inspiré de la méthodologie, mais on ne pouvait pas importer d'hypothèses vraiment. On peut avancer. Parfait. Moi, je vais parler en tant que, personnellement, en fait, là, de ma perspective en tant que femme autochtone, puisque je vis dans la communauté abénaquis de Wallinac. Dans mon parcours personnel, c'est que j'ai toujours vécu dans ma communauté, en fait, depuis que je suis née. Mais vu qu'on est des communautés aussi qui est très, très proche des villes, on est très modernisé dans le sens, on est tout le temps dehors de la communauté, fait qu'on ne vit pas avec un lien culturel. Fait que ce qu'on a remarqué beaucoup, mettons, c'est pour ça que j'ai raconté mon histoire un peu là-dessus, c'est que souvent les femmes autochtones, par exemple, abénaquis, c'est pas nos grands-parents qui vont nous apprendre ça, nos parents, mères, pères, certains liens avec la culture ou le territoire, etc. Là, en général, ça va être souvent vers la vingtaine,
sais, mettons, vers 18 ans, même un petit peu plus vieux, qu'on a un lien qui se dit, OK, mon appartenance, je vais aller la chercher en allant chercher de la culture. Fait que ça a fini. Il y a beaucoup de femmes qui ont le même, la même histoire que moi, mettons, par rapport à ça. Puis moi, j'ai tout le temps vécu dans la communauté, mais sans lien culturel. J'ai commencé à m'intéresser vraiment à ma nation, vraiment, vraiment, puis à vouloir en apprendre plus à l'adolescence, vers 16-17 ans. Fait Pour que être 5 minutes. C'est même pas mes parents qui m'ont parlé de ça, en fait. Puis je l'ai appris par moi-même pour avoir un lien d'appartenance. Puis aussi, pour parler aussi, c'est ça, famille en perte de statut et pensionnat. C'est que moi, dans ma famille, mettons, ma grand-mère, elle était dans un pensionnat autochtone quand elle était jeune. Puis elle a perdu son statut aussi après le pensionnat. Puis il y a eu beaucoup de... À partir de ce moment-là, on avait pu, ils voulaient plus en parler, en fait, c'est que c'était rendu tabou. Fait que, à partir de ma grand-mère, du côté de mon père, il n'y a plus de culture. Ça a fini à ma grand-mère, puis il n'y a plus rien qui s'est parlé. Fait que tout s'est un peu perdu avec le temps. Puis on était gênés de dire « Ah, je suis autochtone, je suis Abenakis ». Fait que ça finit que... C'est ça, la culture, on l'avait pas, le lien avec le territoire, on l'avait vraiment moins dû à cette cause-là, par exemple. Fait que, c'est à peu près ça, mettons, ma perspective en tant que femme. Fait que c'est pour ça que je veux faire le lien pour dire on a vu beaucoup chez d'autres femmes autochtones abénaquis que la perte de statut a été énorme dans le lien avec le territoire. Puis même la façon d'aller chercher la culture, l'histoire est différente aussi. On peut avancer la diapo. Donc, c'est ça, là, on va mettre l'accent sur 2 résultats préliminaires. On a beaucoup d'autres pistes d'analyse, mais on est encore en cours de collecte de données. Il y a notamment 2 ateliers qui ont été reportés en raison des mesures de confinement. Donc, on est vraiment en plein dans la démarche. Par contre, on peut déjà dire que, justement, l'histoire coloniale, là, comme Megan a mentionné, a vraiment engendré un très, très fort militantisme puis un féminisme vraiment abénaki là, qui est incontournable dès qu'on s'intéresse un peu à l'histoire de ces communautés-là. On peut avancer à la diapo. Puis ce serait vraiment lié aussi au contexte urbain puis à la proximité des communautés avec des villes. Donc, c'est sûr que aussi lié au contexte démographique où ben, ce n'est pas des très grosses communautés, donc il y avait beaucoup de mariages mixtes. Les femmes autochtones ont donc vécu très rapidement puis très, très fortement là, la perte du statut, puis ce qui a engendré une grosse perte là, de transmission culturelle. On peut comprendre aussi que ça a mené beaucoup de femmes autochtones à s'impliquer dans ces luttes-là. Je ne veux pas dire que c'est seulement les Abénakis qui ont vécu ça. Là, toutes les nations ont vécu ce genre ces effets-là, mais on voit vraiment qu'ils ont été vécus très rapidement dans l'histoire puis très, très fortement. On peut penser à des femmes comme Evelyne Obomsawin, Sylvia Watso, Nicole Obomsawin, plusieurs femmes abénakis qui ont été dès les débuts impliquées dans les organisations de femmes autochtones du Québec. Comment ils nous expliquaient ça? C'est que la lutte pour le statut, c'est une lutte pour avoir accès au territoire. Si on veut ramener la question territoriale là-dedans, au territoire sur la communauté, la propriété privée, la propriété d'avoir une maison, mais aussi avoir accès à des privilèges sur le territoire abénaki pour des activités traditionnelles, par exemple. Fait que c'est comme un incontournable, mais on voit que le féminisme abénaki là, est vraiment fort. Puis, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans les rencontres qu'on a avec les femmes de la nation. On peut avancer la diapo. Un autre, ben c'est ça, comme disait Megan, ben justement, c'est un autre pattern qu'on voit souvent, c'est le fait que c'est à un certain moment dans la vie plus vieux, souvent au niveau de l'identité, ben, c'est vraiment une façon de reconnecter avec la culture, l'accès au territoire. Par contre, ce n'est pas fait selon les mêmes modalités que les hommes. Souvent, ils vont avoir besoin d'avoir des territoires libres, naturels, à proximité des communautés, parce qu'il y a beaucoup d'obligations familiales là, qui incombent aux femmes de la nation, qui fait qu'il peut faut partir 3-4 jours camper, chasser, trapper. Tu sais, c'est vraiment... Donc, ça aussi, c'est un pattern qu'on voit, c'est que l'accès au territoire va être différent selon différentes modalités, puis des fois pas au même moment de la vie non plus. Donc, ce n'est pas nécessairement une transmission intergénérationnelle
traditionnelle, mais il y a une résurgence ou tout ça là, dans les rencontres qu'on a. On peut avancer. Puis c'est ça, pour faire un lien avec le processus de consultation, c'est sûr qu'on est encore en cours d'analyse, fait que c'est des résultats préliminaires, mais donc l'accès à des terrains à proximité des communautés, ça j'en ai parlé. Il y a des ressources qui sont vraiment extrêmement essentielles pour certaines pratiques. Donc, on voit vraiment que le territoire, il va sous-tendre une transmission culturelle, puis sans le territoire, il n'y a plus cette transmission-là. Notamment, on peut parler de la disparition du foin d'odeur sur le territoire ancestral, qui est vraiment un enjeu là, qui revient systématiquement parce que ça concerne beaucoup les femmes, la disparition du foin d'odeur, parce que c'est une des deux essences qui est essentielle à la vannerie, qui est une pratique très, très importante dans l'histoire. C'est vraiment une pratique qui aura permis aux Wabanakek de survivre dans le passé. Ce qui est intéressant aussi avec la vannerie, c'est de rappeler que c'était les femmes qui faisaient vivre la famille avec leur production de paniers qu'elles allaient vendre aux États-Unis. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il y a une grosse recherche au bureau du Nakina sur l'histoire de la vannerie, une recherche historique, archéologique et anthropologique, mais on voit vraiment un lien avec les femmes et le territoire ici. Donc, c'est l'accès à des ressources essentielles. Un autre enjeu qui revient vraiment souvent, c'est le manque de modèles féminins qui vont faire des activités de chasse, de pêche, de trappe. C'est pas qu'il y a nécessairement moins de femmes qui le font, mais c'est moins valorisé. Donc, ça, c'est des actions à prendre peut-être dans le futur, dans de futurs projets qu'on va voir au bureau, puis avec des partenariats, de faire des portraits, puis de valoriser des modèles de femmes, parce qu'il y en a beaucoup, mais elles sont moins représentées, sont moins visibles. On peut avancer. Donc, c'est ça, on a fait le tour de deux différents enjeux qui sont extrêmement récurrents, dont on était à l'aise de parler à l'état actuel de la recherche. La recherche va continuer à évoluer, mais on a encore plusieurs pistes d'analyse et de réflexion. Donc, ça va être voir aussi comment on peut opérationnaliser cette recherche-là, puis l'intégrer vraiment dans des structures, puis dans les activités qu'on fait au bureau, puis au SEFPN aussi. Donc, c'est tout pour nous. Je ne sais pas si Mégane, tu as un dernier mot à dire. Ou... C'est pas mal clair. Parfait, ben, ça va conclure notre présentation. On finissait avec une citation qu'on trouvait intéressante, c'est que dans l'histoire aussi, là, il y a vraiment une sous-représentation du rôle des femmes dans le Nord-Ouest, dans les communautés algonquines. Donc, on voulait finir avec ça. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors, juste débuter en vous disant que je suis pleine de gratitude en ce moment pour pouvoir être ici parmi vous dans ce cercle de discussion ou de partage. Donc, depuis hier matin, je suis les présentations qui sont toutes extrêmement intéressantes. C'est avec beaucoup d'humilité aussi que je me présente à vous aujourd'hui comme enseignante de géographie au Cégep de l'Outaouais, comme on a mentionné. Mais aujourd'hui, je me place davantage dans une posture d'apprenante pour partager avec vous mon expérience, mes questions, mes réflexions. Donc, je n'ai pas de résultats de recherche à vous présenter, malgré que je suis dans un processus d'études de maîtrise. Je n'ai pas non plus de plan de présentation à vous offrir parce que je voulais volontairement me distancer. Volontairement ou en fait, pour moi, c'est un incontournable de vous offrir une structure linéaire de discussion, de présentation ne correspondait pas ni à mes besoins, ni à mes aspirations, ni à ce que j'essaie de mettre en place en ce moment de façon naturelle. Donc, je ne peux pas vous dire exactement tout ce que je vais vous livrer aujourd'hui. Je vais y aller avec mon intuition, avec mon expérience de vie, puis ce qui voudra bien émerger de moi-même. Alors, en 15 minutes, on va voir ce que j'arrive à vous présenter. Si vous avez des questions par la suite, bien, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Donc, en fait, depuis hier, j'entends beaucoup revenir de différents présentateurs l'importance de l'éducation. L'éducation présente pour les gens qui doivent prendre des décisions en ce moment, l'éducation aussi des futurs décideurs. Je pense que d'une part et d'autre, on se doit d'avoir une meilleure compréhension des dynamiques ou, si on veut, aussi des différentes dimensions, des différentes visions qu'on peut avoir de phénomènes naturels comme les changements climatiques,
d'enjeux par rapport à la gestion de ressources comme l'eau, etc. Et puis, à travers mon parcours, en fait, comme enseignante de géographie, ça fait quand même un certain moment que je me questionne sur comment procéder plus efficacement dans mon enseignement pour permettre justement à mes étudiants de mieux comprendre les dynamiques complexes dans lesquelles nous sommes, les relations complexes que nous avons, même si on n'en est pas toujours conscient, entre nous versus les autres êtres vivants, les plantes, les animaux, voire le non-vivant, où on peut parler d'animé versus non-animé, peu importe l'approche qu'on veut avoir, comment est-ce qu'on peut améliorer nos relations? Parce qu'on s'entend, quand on est dans une optique d'apprentissage, c'est certain qu'on peut se baser sur des connaissances qu'on essaie d'acquérir de différentes façons, à l'aide de lecture, à l'aide de cours, à l'aide de visionnement de documentaires, mais les compréhensions qu'on peut avoir de phénomènes complexes, souvent, vont quand même être, un certain point de vue, limité en raison d'une implication insuffisante qu'on va avoir dans notre apprentissage. Donc, l'approche holistique, si on peut dire, s'avère souvent nécessaire pour qu'on puisse agir plus adéquatement envers notre environnement, envers autrui, puis établir de meilleures relations. Donc, par rapport justement à nos relations, tous et chacun, vous faites des études extraordinaires avec des sujets extrêmement pertinents, mais il ne faut pas oublier qu'à travers les lectures que vous avez faites, à travers les cours que vous avez suivis, les réflexions que vous avez eues, les relations que vous avez établies avec les gens de votre milieu, avec des gens de d'autres milieux que vous avez approchés, des relations que vous avez établies aussi avec peut-être vos terrains, vos stages en nature dans les communautés, c'est partie intégrante de votre expérience de vie qui vous amène à avoir des réflexions supplémentaires ou plus profondes par rapport à vos champs d'études. Bref. Si je retourne un peu à mon enseignement, donc mes questions portaient justement sur ça. En géographie, c'est sûr qu'on peut aborder la géographie de plein de façons, là, mais mes questions portaient surtout sur un cours en particulier que j'enseigne qui s'intitule « Enjeux géographiques contemporains ». Alors, dans ce cours, on aborde des questions, des enjeux à la fois humains, donc par rapport aux justices sociales. On a différents sujets à aborder, puis des enjeux plus environnementaux comme les changements climatiques, la gestion de l'eau, etc. Il est indispensable de mettre en relation les enjeux entre eux. Donc, un enjeu humain, un des sujets qu'on aborde, par exemple, la question migratoire ou la croissance démographique sur la planète ou la question de la pauvreté, c'est important de mettre ces enjeux-là en relation. Puis quand on aborde les enjeux plus physiques, donc comme j'ai dit un peu la gestion de l'eau, les ressources, les changements climatiques, etc., c'est important de les mettre en relation aussi parce qu'ils sont interdépendants. Les enjeux humains et les enjeux physiques sont aussi interdépendants. Donc, comment permettre, à part justement un discours magistral, la lecture de documents, suivre l'actualité, de permettre aux étudiants de pouvoir s'investir davantage dans cette compréhension-là très complexe. Donc, j'avais ces réflexions-là qui m'accompagnaient jusqu'à ce que, quelques années passées, je rencontre, donc là on parle de rencontre, une collègue que je ne connaissais pas parce que moi j'enseigne en sciences humaines et elle en sciences de la nature, donc deux mondes qui est malheureusement trop divisé souvent dans les institutions scolaires. Donc Véronique Gabory-Bonhomme que je salue parce qu'elle est avec nous aujourd'hui et elle était là hier aussi, elle nous a accompagnés. Alors j'ai rencontré Véronique parce qu'en fait on s'est rendu compte que les deux, on avait un grand intérêt par rapport aux plantes médicinales utilisées de façon traditionnelle par les peuples Anishinaabe de la région particulièrement. Donc, ce sont les plantes, la relation qu'on avait avec les plantes qui nous ont permis d'avoir cette nouvelle relation-là entre nous. Alors, les deux, on avait aussi le même type de questionnement, malgré qu'on était dans deux domaines d'études d'enseignement différents. Entre autres, par rapport à la place, justement, qu'il y avait les connaissances ancestrales, les connaissances écologiques ancestrales dans nos propres champs d'études. Alors, on revient ici à l'importance de l'épistémologie, des épistémologies autochtones par rapport, dans le fond, à ce qu'on avait enseigné.
chacune de notre côté, mais qui se rejoignaient tout aussi bien aussi. Donc, on est encore dans la relation et puis dans une approche, on se voulait aussi dans une approche holistique. Donc, comment utiliser les plantes dans ce contexte-là? On ne savait pas exactement au départ, mais ce qui était clair pour nous, c'est qu'on ne voulait pas s'encadrer ou embarquer dans une espèce de moule carré, si on peut dire, avec des échéanciers. Donc, on avait des idées déjà là, de comment on voulait travailler les sujets pour répondre à nos besoins dans chacune de nos cours qu'on enseignait, mais on ne voulait pas se cadrer dans quelque chose de précis avec des échéanciers précis pour répondre à des choses précises. On voulait aller au-delà de cette approche eurocentrique dans laquelle on est souvent en Occident, pour expérimenter autre chose, parce que l'expérimentation, justement, nous amène à se retrouver, à travailler dans différentes dimensions où, donc là, on peut revenir, par exemple, on utilise beaucoup comme outil la roue de médecine, par exemple, donc dans le circulaire, donc entrer dans le cercle au lieu de s'encadrer dans quelque chose de carré, pour se permettre, dans le fond, d'avoir une approche plus holistique, puis en même temps, comme je l'ai dit, de se retrouver dans différentes dimensions. Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas toujours être que dans notre tête, mais de laisser parler notre cœur, de nous laisser comprendre des choses avec nos émotions, avec nos intuitions, notre ressenti aussi très important sur le plan physique pour nous amener, dans le fond, à développer une compréhension que l'on veut partager avec nos étudiants, mais nos relations aussi de façon plus générale, pour que, en fait, la compréhension, par exemple, des enjeux géographiques que j'enseigne ne deviennent pas que des éléments de connaissance ou de compréhension qu'on décortique et on essaie d'assembler, mais qui deviennent un tout. Donc, une compréhension plus complète des choses, mais une compréhension qui nous amène au point, ça c'est le but ultime, on s'entend là, au point où ça devient pour nous une réalité, une vérité. Donc, on embarque aussi dans ce qu'on peut appeler plus spirituel quand ça devient une croyance. Donc, on ne parle pas de religion, bien sûr, on parle vraiment d'une croyance. Donc, quand on est rendu dans le stade croyance, c'est difficile par la suite de revenir en arrière, puis de faire autrement. Dans ce sens, je vais vous donner un exemple un petit peu plus concret par rapport aux intentions. Parce que là, je suis vraiment dans l'intention. Je ne suis pas en train de prétendre là, que j'ai une révélation à vous donner ou que j'y vais vraiment avec ce que moi j'ai compris puis mon processus de réflexion. Okay? Donc, par exemple, si on revient au changement climatique, c'est facile de dire, de reconnaître, par exemple, les différentes causes des changements climatiques, puis les différentes conséquences, puis de trouver, dans le fond, des moyens d'atténuer les changements climatiques, puis d'avoir des modes d'adaptation. Même principe par rapport à la protection de l'environnement, c'est facile de dire, ben oui, il faut protéger l'environnement parce qu'on a besoin des ressources, etc. Mais quand on est dans cette optique-là, notre vision se révèle à être souvent un peu limitée dans le sens que si on se dit plutôt, donc là, on va faire la distinction entre l'approche eurocentrique, si on peut dire, versus biocentrique, ou qu'on peut appeler aussi écocentrique. Donc, c'est la place, dans le fond, qu'on accorde à l'être humain par rapport à la nature. On peut parler d'environnement, mais on va y aller plus avec nature. Si dans l'approche eurocentrique, comme vous savez, l'être humain a plus tendance à vouloir gérer l'environnement. Que ça soit bien, pas bien, peu importe, c'est pas là la question, c'est au niveau de la place qu'on accorde à l'être humain. Quand on est dans une approche plutôt biocentrique, l'être humain a autant d'importance que les autres êtres vivants ou les autres éléments qui composent la nature. Donc, dans la compréhension, 5 minutes, ça va? Merci. Dans la compréhension qu'on peut avoir lorsqu'on est partie intégrante de cette nature-là et qu'on comprend que la destruction de l'environnement, que ce soit une source d'eau potable ou les changements climatiques, ça amène un non-sens d'aller faire des actions qui vont nous détruire nous-mêmes. Okay? Donc, quand on est dans ce stade de croyance-là, comparativement à juste la compréhension de certaines connaissances, certains éléments, c'est sûr que nos comportements ne seront pas les mêmes. Alors, à travers les relations à bâtir, le but ultime dans l'enseignement que j'essaie de faire, c'est d'amener mes étudiants là. Mais c'est sûr que le processus, il est complexe. Et en 5 minutes qui me restent, ben, c'est certain que je ne pourrai pas toutes vous révéler
mon expérience au complet. Donc, ça sera peut-être dans le cadre d'une autre discussion. Voilà, donc, ouais, il me semble que j'ai plein de choses, mais là, avec les 5 minutes. Et vous avez encore presque 3 minutes. 3 minutes. OK, donc je vais prendre ces petits 3 minutes-là parce que, en fait, une autre petite chose que je pourrais partager avec vous, ça a été suite à quand même certaines lectures que j'ai faites, entre autres une lecture ici, le Bridging Cultures, où je me suis intéressée dans le fond à ces dynamiques-là, donc l'approche scientifique versus l'approche, la sagesse ou les savoirs dans la nature, ou l'approche plus autochtone, et voulant essayer d'arrimer les deux concepts ou les deux approches à partir des différents, justement, concepts qu'on peut dégager des deux côtés dans le cadre d'une réflexion. Au lieu de faire un compte-rendu réflectif, j'ai créé comme une espèce d'outil où pouvaient s'imbriquer les différents concepts avec les deux approches scientifiques et savoir autochtone. Donc, ça aussi, ça pourrait être présenté dans le cadre d'une autre discussion, mais je voulais juste vous montrer qu'à la base, il est circulaire et c'est la roue de médecine qu'on voit dans le fond avec les 4 cadrans, les 4 couleurs, où vont se retrouver au centre les 7 grands-pères, donc les valeurs autochtones, mais aussi on a les approches, bien sûr, plus scientifiques, donc au niveau des méthodologies de recherche ou de compréhension de concepts. Donc, c'est un petit outil que je voulais vous montrer, un outil didactique que je me sers de temps en temps justement pour essayer d'imbriquer ou d'amalgamer les deux visions du monde, parce qu'on parle vraiment de deux visions du monde qui nous amènent à avoir des comportements sociaux très distinctifs. Voilà, je vais conclure là-dessus. Donc, Kichimingwech, tout le monde, et au plaisir. Alors, merci pour la présentation. La petite conférence d'aujourd'hui va porter sur la conciliation de la culture et de l'emploi dans le secteur forestier. Donc, une recherche collaborative de pistes de solutions avec le Conseil des Atikamekw de Wemotaci. Je suis encadrée par Jean-Michel Baudouin et Marie-Ève Dufour. On peut changer de diapositive. Donc, rapidement, la présentation d'aujourd'hui va porter sur la problématique du projet de recherche, la communauté avec laquelle j'ai eu la chance de collaborer, une brève incursion dans la méthodologie du projet de recherche, puis le cœur de la présentation va être les résultats préliminaires de la thématique particulière dont je vais vous parler aujourd'hui. On va terminer avec une brève conclusion, constat et quelques remerciements. On peut changer. Donc, le projet de recherche émerge d'une conjoncture de mesures, de lois, de stratégies institutionnelles. On peut notamment penser à la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier datant de 2010, qui décrète que la prise en compte des intérêts, valeurs et besoins des communautés autochtones présentes sur les territoires forestiers fait partie intégrante de l'aménagement durable des forêts. On peut aussi penser à, en 2015, la stratégie d'aménagement durable des forêts issue de la loi dont je viens de vous parler, qui précise que le ministère des Forêts, ministère Forêt Fonds de Parc, souhaite accroître la contribution du secteur forestier au bien-être et au développement socio-économique des communautés autochtones. Il y a aussi, là, on peut penser en 2012 à la Commission Vérité et Réconciliation qui fait différentes demandes là, au gouvernement fédéral en ce qui a trait à combler les écarts en emploi entre les Autochtones et non-Autochtones, d'autres demandes par rapport aux entreprises du Canada. On peut aussi penser plus récemment, en 2018, à la Stratégie nationale de la main-d'œuvre, cette fois en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui entend soutenir l'intégration et le maintien en emploi des Premières Nations par le biais de mesures financées associées à des programmes. Il existe aussi là, une conjoncture d'études scientifiques dont j'aurais pu traiter aussi. D'autre part, il existe aussi une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur forestier.
c'est plus ou moins 15 000 emplois qui sont à combler pour d'ici les 5 prochaines années. Donc, tout ceci nous amène au projet de recherche, au présent projet de recherche qui s'est déroulé en 2 temps. Une première phase qui a relevé le portrait de la main-d'œuvre forestière de Wemotaci. Puis, ce qu'on entend par portrait, en fait, c'est les motivations et les enjeux de la main-d'œuvre parce que avant de se lancer dans les pistes de solutions, il fallait savoir si la main-d'œuvre autochtone est réellement motivée à l'emploi dans le secteur forestier. Donc, on en retire 5 grandes motivations que sont notamment la nécessité financière, le besoin de s'occuper, de se garder actif, donc des motivations moins spécifiques au secteur forestier, puis d'autres motivations comme l'histoire ou l'historique familial, beaucoup de bûcherons dans les familles, puis l'identité atikamekw et l'attachement à la forêt, qui sont des motivations spécifiques cette fois-ci au secteur forestier. Maintenant, 3 principaux enjeux, c'est ceux que vous voyez sur la diapositive, soit les conditions d'emploi, la formation et la conciliation de la culture et de l'emploi. Cette dernière thématique, soit la conciliation de la culture et de l'emploi, c'est celle dont je vais vous entretenir dans les résultats un peu plus tard. Donc, tout ceci nous amène à la question de recherche du présent projet qui est à partir des enjeux préalablement ciblés par la Première Nation Atikamekw de Wemotaci, comment celle-ci est-elle en mesure de favoriser l'attraction de sa main-d'œuvre? On peut changer de diapositive. Rapidement, la communauté atikamekw de Wemotaci, vous pouvez la situer sur la carte. Vous pouvez constater aussi l'Untaskinan, qui est le territoire ancestral occupé et revendiqué. Ensuite, pour ce qui est de la Première Nation Atikamekw, c'est 3 communautés. Avec Wemotaci, on compte Obidjiwan et Manawan. Une des pierres angulaires de la Première Nation Atikamekw, c'est sa déclaration de souveraineté territoriale déposée en 2014, qui dit notamment que la Première Nation Atikamekw a la volonté de faire de son peuple une instance économique incontournable. Sinon, si on parle de la communauté de Wemotaci, eh bien, on parle d'une population de plus de 2000 membres, puis d'un taux de chômage de 28 %. On peut changer. Merci. Rapidement, la méthodologie du projet de recherche, eh bien, puisque c'est un projet qui a émergé en collaboration avec le Conseil des Atikamekw de Wemotaci et la chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone de l'Université Laval, bien, évidemment, on parle d'une approche qui est collaborative. Donc, avant de commencer la deuxième et présente phase du projet de recherche, eh bien, on a eu des rencontres de validation sur la première phase avec le Conseil des Atikamekw de Wemotaci. On a notamment validé les objectifs de la seconde phase, les enjeux relevés par la première phase et bon, la méthodologie de la seconde phase. S'en est suivi un séjour prolongé soit du début mai à la fin août 2019, donc l'été dernier. Le séjour prolongé a permis la mise en place d'un comité local de travail, d'une entente de recherche aussi, puis le projet de recherche là, clos en un rapport de recherche pour la communauté. Rapidement, pour ce qui est de la méthode qualitative, eh bien, c'est 4 groupes de discussion qui ont été menés du 25 octobre 2019 au 29 janvier de cette année. Recrutés par chaîne de recrutement, vous pouvez voir les différents profils types dans l'encadré dans le bas de la diapositive. On peut changer. Donc, la grande thématique dont je traite aujourd'hui, c'est celle de la conciliation de la culture et de l'emploi dans le secteur forestier. Grande thématique validée par le Conseil des Atikamekw de Wemotaci. Puis, les sous-thématiques que je vous présente aujourd'hui, c'est les 7 que vous voyez à l'écran. C'est celles qui sont ressorties des discussions, des groupes de discussion avec les 17 participants. On peut aller pour la première sous-thématique. Donc, la famille et le travail d'équipe. Donc, l'enjeu était celui de travailler ensemble en groupe. Famille est ici entendue au sens large. Donc, c'est 9 participants qui ont soulevé cet enjeu-là. Donc, des participants issus du groupe des travailleurs forestiers, des anciens travailleurs forestiers et des aînés. Des participants aussi, des intervenants et employeurs externes à la communauté de Wemotaci. Donc, la piste de solution soulevée par les participants, c'est celle de procéder à l'embauche par noyau ou groupe familial. On peut passer à la prochaine sous-thématique. Donc, la communauté, l'enjeu est ici celui de générer des retombées
pour la communauté à travers l'emploi. Donc, les pistes de solutions partagées sont celles de favoriser des charges d'emploi qui valorisent la communauté, qui valorisent peut-être des retombées économiques dans la communauté et puis même des emplois directement dans la communauté. L'exemple partagé par les participants, c'est celui de la formation en charpenterie-menuiserie qui a cours en ce moment dans la communauté de Wemotaci, puis qui a un taux de rétention de 95 %. Les participants relevaient ce taux de rétention-là par le fait que la formation se donne dans la communauté, que les emplois qui vont en survenir vont pouvoir avoir lieu dans la communauté, puis même que les logements qui sont créés par la formation sont pour les familles de la communauté. On peut changer de sous-thématique. Merci. Donc, la prochaine sous-thématique relevée de l'analyse des verbatims des groupes de discussion, c'est celle de l'horaire de travail. Donc, l'enjeu partagé par les participants, soit 13 participants de tous les groupes de discussion, c'est le fait que dans le secteur forestier, les employés peuvent être mobilisés sur de très longues périodes. Donc, l'horaire exerce parfois des pressions sur l'employé, sur le travailleur, qui l'empêche peut-être de répondre à ses valeurs familiales. La piste de solution partagée par les participants est celle de l'horaire 4-3. Ce que ça veut dire, c'est 4 jours de travail pour 3 jours de congé à la maison avec la famille. On peut changer. Quatrième sous-thématique de 7, c'est celle des activités traditionnelles. Puis en fait, dans les groupes de discussion, principalement l'activité traditionnelle dont il était question, c'est celle des semaines culturelles. Donc, l'enjeu partagé est ici le fait que si les employés, si les travailleurs prenaient leur semaine culturelle, eh bien, il restait peut-être moins de latitude là, pour pouvoir obtenir les prestations d'assurance-emploi à la fin de la saison du travail. Plusieurs pistes de solutions partagées ici par les participants. Il y a notamment, de prime abord, le fait de planifier les semaines culturelles à l'horaire, soit dès le début de la saison du travail en forêt. Ensuite de ça, que cette première piste de solution-là soit accessible ou non, il y avait le fait d'adopter une position de flexibilité par rapport à l'inclusion ou aux répercussions aux répercussions des semaines culturelles dans l'horaire de travail. Cinquième, on peut passer. Merci. Cinquième sous-thématique, c'est celle de la langue. Donc, l'utilisation de la langue française comme langue de l'emploi. Et puis, souvent, on entend que dans le secteur forestier, le langage est très, très technique. Donc, la piste de solution soulevée par les participants, c'est celle de l'implication d'un contremaître qui parle la langue atikamekw, peut-être un contremaître atikamekw, mais du moins parlant l'atikamekw. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que plus souvent dans la littérature, on va lire la proposition de l'implication d'un agent de liaison qui parle la langue. Mais ici, dans les groupes de discussion, c'était vraiment l'implication d'un contremaître qui parle atikamekw. On peut changer de diapositive. Donc, la supervision. En fait, ce que les participants sous-entendaient particulièrement par l'enjeu de la supervision, par la sous-thématique de la supervision, c'est le poste de contremaître, qui est un poste d'autorité et hiérarchisant pour la personne qui l'occupe. Donc, les pistes de solutions associées à ça, c'est d'abord peut-être de modifier le titre du poste de contremaître. Il vous reste 5 minutes. Excusez-moi. OK. Parfait. Merci. Donc, plus souvent, le titre proposé pour contremaître était celui de chef d'équipe. Aussi, il y avait la piste de solution qui est de modifier le type d'autorité associé au poste de contremaître, passer d'un type d'autorité je te dis quoi faire à un type d'autorité je te montre comment faire. Dernière piste de solution associée à cet enjeu-là du poste de contremaître, c'est le fait d'avoir un contremaître qui maîtrise la langue et les codes culturels atikamekw. Encore une fois, possiblement un contremaître atikamekw, sinon, eh bien, qui maîtrise la langue et les codes culturels. On peut passer à la prochaine. Dernière sous-thématique de 7 des résultats préliminaires que je vous partageais aujourd'hui,
c'est la sous-thématique du respect de l'environnement. Donc, plus particulièrement de la protection des plantes d'intérêt et des plantes médicinales. L'enjeu ici soulevé par les participants, c'est justement cet enjeu de protection, de conservation. La piste de solution soulevée par les participants, c'est celle d'accepter en tant qu'employé de remplir une fonction de travail supplémentaire dans le cadre de l'emploi en échange de la protection des plantes d'intérêt, des plantes médicinales. Ce qui peut susciter la réflexion ici, c'est le fait que les participants qui proposaient cette piste de solution-là avaient des emplois comme des emplois en plantation, en débroussaillage, des emplois d'ouvriers sylvicoles, des emplois qui sont payés au rendement. Par contre, c'est tout de même la piste de solution que les participants ont relevée dans le cadre de cet enjeu-là. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, je terminerai en partageant quelques constats. D'abord, bien sûr, il existe toutes sortes d'enjeux à la conciliation de la culture et de l'emploi dans le secteur forestier pour les Atikamekw de Wemotaci. Par contre, les pistes de solutions sont là aussi. Les participants en ont relevé plusieurs que je vous ai présentées aujourd'hui. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est le fait que les pistes de solutions concernent principalement les organisations ou les entreprises forestières, outre peut-être la dernière présentée qui concernait aussi activement l'employé qui doit identifier et protéger les plantes d'intérêt. Sinon, on peut constater que si on place ces pistes de solutions-là dans un continuum, la majorité d'entre elles, soit 4 des pistes de solutions proposées aujourd'hui, sont peu appliquées, mais avaient déjà été appliquées une fois où un participant avait entendu que ça s'était bien fait ailleurs. On peut penser notamment à l'embauche par groupe, par noyau familial, qui est une piste de solution qu'un participant avait déjà connue et qui avait bien fonctionné. Une seule piste de solution des 7 est fréquemment appliquée et bien connue, c'est celle de l'horaire 4-3. Puis, 2 des pistes de solution sont, on pourrait dire, peu appliquées ou émergentes, notamment celle de la protection des plantes médicinales. Je terminerai comme ça en remerciant mon comité local de travail dans la communauté Atikamekw de Wemotaci, composé de Maybelline Chilton, Adam Jourdain, Cécile Ambroise et Luc Richard. Merci. Alors, je disais que je remercie tout le monde. Je remercie le comité d'organisation de ce colloque et pour m'avoir donné l'opportunité de pouvoir communiquer sur mes recherches, sur les résultats de mes recherches, qui portent déjà sur la contribution des pratiques de gestion traditionnelle de la mangrove face au changement climatique dans le Bluff en Basse-Casamance. Vous allez remarquer que le titre a un tout petit peu changé. Donc, ce qu'on a ajouté, c'est le Bluff, la localité du Bluff. En faisant la soumission, nous n'avions pas circonscrit la zone d'étude. On avait juste mis la Basse-Casamance. Donc, c'est dans la contrée Bluff en Basse-Casamance. Donc, voilà. Je passe au deuxième slide. La présentation va s'articuler autour d'une introduction. Ensuite, nous allons dégager la méthodologie qui a permis d'obtenir les résultats que l'on présente actuellement. Ensuite, nous allons discuter les résultats et puis faire la conclusion. Cette étude a été réalisée dans un contexte de dégradation manifeste des ressources naturelles marines et côtières de la Basse-Casamance, mais en particulier de l'écosystème mangrove. Comme les autres régions du Sénégal, la Basse-Casamance fait face à une dégradation de sa mangrove et qui souvent a des conséquences écologiques et socio-économiques importantes. Même si depuis quelques années, depuis les années 2000, on observe une régénération de la mangrove qui est due aux initiatives locales encadrées par les organismes internationaux et puis les politiques nationales. Cette dégradation de la mangrove
est due en premier à l'action anthropique. Hein, l'action anthropique, c'est-à-dire les coupes abusives, l'exploitation anarchique de la ressource coquillère, et puis non seulement la ressource coquillère, mais également la pêche. Et à part l'action anthropique, il y a la crise casamançaise qui a également eu un impact sur la dégradation de la mangrove. Et enfin, il y a le facteur climatique. Donc le déficit pluviométrique. Donc, la conséquence qui a découlé de cette dégradation de la mangrove est une profonde modification de l'écosystème mangrove de la région qui met en danger aussi bien l'écosystème, c'est-à-dire l'écosystème, cet ensemble avec les ressources, mais également le bien-être des communautés qui dépendent fortement de ces ressources. On peut passer à la prochaine diapositive. Mais en dépit de cette dégradation, il reste quand même au niveau de l'espace mangrove des poches qui sont relativement restées à l'état naturel. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme des sites sacrés, donc qui sont fortement rattachés à laquelle nous avons réalisé notre étude. La mangrove fait l'objet d'un profond respect. Et puis, il y a toute une représentation qui est liée à l'écosystème mangrove, toute une représentation. Donc, c'est dans la mangrove qu'il y a les sites sacrés où résident les esprits des ancêtres, des espèces surnaturelles comme les génies. Et c'est exactement également dans la mangrove où il y a des lieux où l'on tient, des lieux rituels où se font des libations, etc., de la communauté. Voilà. Donc, ces espaces sacrés sont frappés d'interdits. Et en général, l'exploitation des ressources est extrêmement limitée. Soit ça interdit carrément, soit c'est limité. Donc, dans le cas où l'accès est permis, il y a à ces endroits. Dans la société, il y a des initiés et les femmes. Donc, ceux qui sont initiés, ce sont ces gens-là qui ont le droit d'accéder à ces endroits-là. Donc, l'objectif de cette communication est surtout de mettre en exergue la communauté des pratiques traditionnelles locales, gestion de la mangrove face au changement climatique. Donc, la zone d'étude, c'est le Blouf, une contrée de la Basse-Casamance. C'est un territoire qui est habité par les Diola. En fait, le groupe Diola est divisé en plusieurs sous-groupes. Donc, parmi les sous-groupes les plus importants, il y a les Diola Blouf. Donc, à part les Diola Blouf, il y a d'autres sous-groupes comme les Diola Kassa, les Diola du Kalounaï, les Diola Caron, etc. Mais dans le cadre de cette étude, nous sommes intéressés aux Diola Blouf. Donc, pour présenter le territoire Blouf, je dirais que sa position se situe dans la région de Basse-Casamance, mais précisément dans le département de Bignona. Et cette contrée comprend les communautés rurales, les communes rurales plutôt, parce qu'il n'y a plus de communautés rurales, les communes rurales de Mangangoulak, de Tchankessil, de Moulamp et de Kartiak. Donc, il y a deux autres communautés qui font partie du Blouf, mais nous sommes intéressés à ces quatre communes. Le climat, il est de type soudanien, et puis le paysage, le paysage comprend les forêts de mangrove, la savane arbustive et les ballons.
Le slide suivant, c'est la carte c'est la carte de la zone d'étude. Donc là, nous avons le territoire du Bluff. Nous avons le territoire du Bluff. Et là, il y a le Sénégal pour localiser la zone de la région de Ziguinchor, c'est-à-dire la région de la Basse-Casamance. Ziguinchor, c'est la Basse-Casamance. Et puis, il y a la côte République. Donc, les villages qui apparaissent sur la carte, c'est presque pas lisible. Je ne sais pas si à votre niveau c'est lisible, mais l'étude a concerné 13 villages. Donc, ce sont ces 13 villages-là qui sont représentés au niveau de la carte. La méthodologie qui a été adoptée dans le cadre de cette recherche s'articule autour de 2 axes. Donc, la première, il s'est agi de mettre en évidence le changement climatique. Il s'est agi de mettre en évidence le changement climatique. Et le test de Petit a permis de révéler les ruptures qui ont eu lieu dans les années 1960. Et l'axe 2 a permis de mettre en exergue les pratiques traditionnelles locales qui sont en lien avec la mangrove, la conservation de la mangrove. Un échantillon de 171 ménages a été interrogé, soit le 5e des ménages des 4 communes, l'ensemble des 4 communes. Et au niveau de 13 villages, comme nous l'avons tout à l'heure souligné. À part les ménages, pour voir un peu, pour évaluer un peu l'importance des ressources de la mangrove, nous avons interrogé, nous avons pris un échantillonnage. Quel est le revenu exact? Quelle est l'importance de ces ressources pour les communautés? Le revenu que procurent ces ressources aux communautés. Donc, 5 individus ont été interrogés dans chaque village. Et les interviews ont été faites sur la base d'un guide d'entretien avec des entretiens. On a fait des entretiens structurés et des entretiens structurés. Donc, cette méthodologie a permis d'arriver au résultat suivant. Il vous reste 5 minutes, Madame Diatta. D'accord. Donc, cette méthodologie a permis d'arriver au résultat suivant. Donc, pour les facteurs de dégradation de la mangrove, nous avons déjà la pluviométrie, donc le déficit pluviométrique, qui, à travers le test de Petit, qui a pu révéler les ruptures qui ont eu lieu dans les années, qui ont eu lieu en 1967, au niveau des 2 stations que l'on a choisies pour l'évaluation. Et un autre facteur de dégradation de la mangrove, c'est l'exploitation irrationnelle des fruits de la mangrove. Sur le slide, nous avons des photos qui montrent les fruits de mangrove qui sont exploités. Donc, l'exploitation de ces fruits, les femmes en exploitant, en cueillant ces huîtres-là, elles ont tendance à couper les racines. Donc, elles ne collectent pas normalement les fruits, mais elles ont tendance à couper les racines, ce qui affecte l'écosystème. Pour le slide suivant, nous avons la répartition des sites sacrés au niveau des 13 villages. 11 des 13 villages ont des sites sacrés. Et à côté, il y a la commune de Mangangoula qui correspond à l'APAC de Kawawana, où on a pu avoir les coordonnées géographiques des sites sacrés. Donc, c'est ce qui est représenté sur la carte. Donc, en résultat 2, nous avons les sites naturels sacrés. Au total, on a eu 47 sites naturels sacrés
dans l'ensemble de la zone d'étude. Et ces sites sacrés sont de différents types, mais les sites qui abritent les totems sont ceux qui prédominent dans cette catégorie. Donc, ce qui montre un peu l'attachement de cette communauté aux coutumes ancestrales et aux coutumes ancestrales et puis aux croyances en la présence de l'esprit des ancêtres. Voilà. Donc, on précise ici que ces lieux sont couverts de mystères et puis les croyances sont couverts de mystères et de croyances traditionnelles qui favorisent leur conservation. Donc, je passe au résultat 3. C'est pareil pour le résultat 3, c'est toujours la typologie des sites sacrés. Là, on présente un site d'initiation qui se trouve à l'intérieur de la mangrove. Résultat 4, il y a la mise en défense traditionnelle dans les zones de mangrove. Et cette mise en défense est communément appelée en langue locale, Kuben ou Kutan. Donc, il s'agit là de rendre tabou une ressource pour permettre une exploitation rationnelle. Donc, dans ce cas précis, les populations ont tendance à à rendre tabou un bolon entier, soit parce que pour des raisons purement écologiques, soit parce que c'est une zone de reproduction des poissons, ou c'est parce que ils veulent conserver, ils veulent permettre la maturation de la ressource, comme par exemple les huîtres. Pour la discussion, il s'agit là juste de montrer que ces coutumes locales n'existent pas seulement en Basse-Casamance, mais on retrouve ces genres de coutumes également dans d'autres communautés sénégalaises et partout ailleurs, partout dans le monde, et ailleurs dans le monde plutôt. Donc rapidement en conclusion, il faut remarquer que ces pratiques traditionnelles contribuent de manière très significative à la conservation de l'écosystème mangrove en Basse-Casamance. Même si le changement climatique a quelque part affecté l'écosystème, il existe encore aujourd'hui des poches qui sont restées à l'état naturel. Donc, face à la dégradation de l'écosystème mangrove, il convient à l'heure actuelle de pouvoir trouver des stratégies qui puissent prendre en compte les pratiques et les coutumes locales. Ici au Sénégal, ils sont en train de voir comment mettre en place ces stratégies pour les intégrer dans la gestion des aires marines protégées. Donc, on espère que avec le temps, tout va se faire. Donc, je vous remercie.